Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le OnePlus Nord 2T. Comme d'habitude, ma vidéo risque d'être assez longue et détaillée, mais je vous ai mis un chapitrage en description pour vous aider. Petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et c'est sans doute le cas pour une majorité d'entre vous, je suis un blogueur indépendant, je ne suis pas payé pour faire ce test, j'ai d'ailleurs acheté ce téléphone avec mon argent. Alors vous pouvez me soutenir en achetant votre téléphone, celui-ci ou un autre, en utilisant mes liens dans la description pour que je puisse acheter d'autres téléphones. Mais vous pouvez aussi me soutenir avec des likes ou en vous inscrivant à ma chaîne YouTube. Cela ne vous coûte rien du tout. Merci d'avance. Pour ceux qui me suivent à partir des sous-titres et qui ne comprennent pas le français, sachez que mes tests sur mon blog sont disponibles en 6 langues. Voilà, c'est tout, c'est parti pour le test. Ce téléphone est livré dans une jolie boîte noire à l'aspect un peu mystérieux, mais c'est une identité bien marquée pour OnePlus. La boîte contient le strict minimum avec évidemment le téléphone, une protection en silicone mou et transparent, un manuel, une aiguille pour le tiroir SIM, un chargeur 80 watts et un câble USB-C. Quand j'achète un téléphone, j'essaie toujours de choisir la version la plus neutre. Je teste donc souvent des téléphones gris ou noirs. Et la version noire de ce téléphone n'était pas disponible. Donc je me suis rabattu sur cette version qui porte le nom de Jade Fog. Je suis assez content d'avoir été contraint d'acheter cette version parce que je trouve que ce téléphone est particulièrement joli. C'est un téléphone de milieu de gamme avec des airs de haut de gamme. Je trouve ça très réussi. Le dos est principalement composé de verre avec cette couleur laiteuse au reflet couleur jade. La surface est un peu glissante et même assez salissante, mais vous trouverez une protection dans la boîte. Le bloc photo ressort légèrement du dos du téléphone et suit un peu la tendance premium avec ses bords à effet métallique joliment arrondis. On y retrouve deux grands cercles noirs qui donnent l'impression d'être en face de deux gros appareils photo, mais c'est pas le cas. Donc le cercle du haut contient un capteur, celui d'en dessous en contient deux. Le capteur principal c'est un Sony IMX 766. C'est ce capteur qui m'a motivé à acheter ce téléphone parce que j'avais très envie de le tester et bon, c'est pas que le reste du téléphone ne m'intéressait pas, mais la présence de ce capteur a joué un rôle déclencheur dans ma décision d'achat et je reviendrai sur la partie photo plus loin dans cette vidéo. Sur les côtés, on retrouve un pourtour à effet métallique pour encore souligner l'effet premium. Et c'est une nouvelle fois assez joli, hein. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton d'allumage qui est assez haut par rapport à la plupart des téléphones que je teste. On y retrouve également un bouton de type on-off qui permet de passer du mode vibreur à un mode sonnerie. Ce bouton est personnalisable, c'est une idée intéressante que je n'avais pas encore vue sous cette forme sur un autre téléphone. À gauche, on retrouve les boutons de volume. C'est un endroit assez inhabituel pour les boutons de volume et personnellement je n'aime pas trop ça parce que je trouve que ces boutons sont moins accessibles, mais c'est à mon avis une question d'habitude. Sur la partie supérieure est parfaitement lisse, il y a juste un petit capteur de son. Sur la partie inférieure, on retrouve le port USB-C, un tiroir SIM qui peut contenir deux cartes SIM en mode recto verso, un autre capteur son et un haut-parleur. L'autre haut-parleur en fait se trouve au niveau de la position d'écoute ici en haut du téléphone. L'écran, il occupe 85% de l'espace avant avec des bordures assez fines, mais je reviendrai un peu plus tard sur l'écran dans cette vidéo. Le OnePlus Nord 2T est équipé d'un écran de 6,43 pouces. C'est un peu plus petit que les modèles récents chez Poco, mais c'est franchement pas un problème. Cet écran occupe 85% de l'espace disponible avec des bordures assez fines en haut comme en bas. L'écran dispose aussi d'un capteur d'empreinte intégré. Bon, je préfère les capteurs sur le côté, mais je dois avouer que celui-ci fonctionne assez bien. Le capteur à selfie est assez visible, mais c'est pas dérangeant. Alors bon, il s'agit d'un écran AMOLED,
d'une résolution de 1080 sur 2400. Ça devient tout doucement un peu la norme chez tous les constructeurs. J'ai mesuré la colorimétrie avec la sonde et j'ai été surpris de voir que cette colorimétrie n'est pas bonne du tout. J'avais un delta E supérieur à 5 et c'est clairement pas normal pour ce type de téléphone. Donc j'ai changé les réglages de l'écran pour trouver la meilleure combinaison et je l'ai trouvé avec les paramètres suivants. Donc je vais les montrer ici. Il faut sélectionner le mode naturel et pousser la température des couleurs jusqu'à presque le maximum du côté couleur chaude. Avec cette configuration, j'obtiens un excellent delta E de 1.55. Alors j'ai également mesuré le contraste. J'ai obtenu un contraste de 32 348 pour 1. J'obtiens d'habitude un contraste infini sur ce type d'écran, mais ce n'est pas le cas pour ce téléphone. Alors, au niveau luminosité, j'ai mesuré une luminosité de 470 candela par mètre carré avec la luminosité au maximum. Et je suis monté jusqu'à 594 en inondant le capteur de lumière. Donc, ce sont des valeurs suffisantes pour utiliser ce téléphone à la lumière du jour, même si d'autres téléphones font beaucoup mieux. L'écran peut fonctionner en 60 et en 90 Hz, mais vous devez choisir vous-même la fréquence, elle n'est pas adaptative. Donc l'écran est un bon écran, mais il faut quand même changer les réglages pour exploiter son plein potentiel. La batterie est une batterie de capacité de 4500 mAh. C'est un peu en dessous de la moyenne, mais cela permet d'avoir un téléphone plus léger et plus fin. J'ai obtenu une autonomie de 693 minutes avec la luminosité de l'écran à 100% et 1492 minutes avec la luminosité de l'écran à 50%. C'est un score comparable à ce que j'obtiens avec un téléphone de 5000 mAh. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce téléphone a une bonne efficacité énergétique. Sur mes derniers tests, j'ai fait des tests de charge pour pousser tous les composants du téléphone au maximum et ensuite mesurer l'impact sur la consommation et la température de la batterie. Le test montre que ce OnePlus a une performance énergétique au-dessus de la moyenne. Et je vois très peu de perte de puissance quand tous les composants fonctionnent en même temps. Le OnePlus Nord 2T a donc une bonne autonomie qui devrait vous permettre de tenir 2 jours complets en utilisation normale. Les téléphones qui sont équipés de puces Mediatek pour le GPS offrent la plupart du temps un niveau de précision supérieur et c'est de nouveau le cas avec ce OnePlus où j'obtiens assez rapidement un niveau de précision à 1 mètre et ce niveau de précision ne fluctue pas beaucoup. Ce téléphone supporte également 2 fréquences par réseau comme L1, L5 pour le GPS ou E1, E5A pour Galileo. Pour tester la sensibilité au réseau, j'ai fabriqué une sonde qui mesure une dizaine de paramètres du réseau mobile 24 heures sur 24 et ce depuis plus de 2 ans. J'ai donc énormément de données historiques et j'ai une base solide pour évaluer la sensibilité des téléphones. Alors j'ai effectué 1340 mesures en 4G, j'ai pas de 5G chez moi, pour évaluer la sensibilité au réseau de ce OnePlus. Et j'ai obtenu un signal moyen de moins 96.305 dBm, là où j'ai obtenu un signal moyen de moins 98.83 dBm avec mon appareil de référence. Le OnePlus a donc une bonne sensibilité au réseau, car ce téléphone a réussi à faire mieux que le résultat de ma sonde, et c'est assez rare.
tester le Wi-Fi, je mesure le signal moyen à proximité de mon routeur, toujours au même endroit. Et je fais la même chose à distance, toujours au même endroit aussi. Ceci me permet de comparer la sensibilité des différents téléphones que je teste. J'ai obtenu un signal moyen de moins 16 dBm à proximité du routeur et un signal moyen de moins 56 dBm à distance. Ce sont de très bonnes valeurs qui placent le OnePlus Nord 2T dans le haut du classement au niveau de la sensibilité Wi-Fi. Pour tester la vitesse de téléchargement, je mesure la vitesse de la liaison ainsi que la vitesse de téléchargement. J'ai obtenu une vitesse de liaison de 866 mégabits par seconde en 5 GHz et 144 mégabits par seconde en 2.4 GHz. C'est un excellent résultat qui va vous permettre de faire ce que vous voulez avec ce téléphone. Vous serez sans doute plus rapidement limité par la vitesse de votre connexion ou de votre routeur que par la vitesse de téléchargement du téléphone. Pour tester la qualité audio d'un téléphone, je fais deux types de tests. Un test pour évaluer la qualité du son pour la musique et les appels à partir des haut-parleurs externes, et un deuxième test où je relie le téléphone à un PC pour mesurer la fidélité des fréquences. Alors, je vais commencer par le test des haut-parleurs pour la musique. Le OnePlus Nord 2T est équipé de deux haut-parleurs externes, un au niveau de l'écoute et l'autre au niveau du côté inférieur du téléphone. Je pensais en fait que ces deux haut-parleurs allaient livrer un son de qualité différente, mais je n'ai pas perçu de différence en les écoutant en distance. Les volumes émis par les deux haut-parleurs sont également assez similaires. Le son produit par le OnePlus est de bonne qualité, les fréquences élevées sont assez bien rendues, et même si les fréquences basses manquent un peu de profondeur, le son est globalement bon. Le volume, quant à lui, se trouve un peu au-dessus de la moyenne. Ensuite, pour la qualité du son en appel, le volume des appels est au-dessus de la moyenne. Le son est de très bonne qualité. Il est ni trop aigu, ni trop grave. Avec les haut-parleurs, c'est pareil. Le volume est au-dessus de la moyenne et le son est de bonne qualité. Alors voici une vidéo de démonstration pour illustrer ce que je viens de dire. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. Goodbye. Je passe maintenant à la deuxième partie du test audio où j'analyse la couverture des fréquences à partir de la prise casque. Le OnePlus Nord 2T délivre un son de puissance moyenne qui permet d'écouter de la musique à un bon volume sans pour autant s'éclater les tympans. La plupart des fréquences sont reproduites correctement, mais je note une faiblesse entre 100 Hz et 1 kHz et des fréquences aiguës plus poussées. J'ai comparé ce téléphone avec un Poco X4 GT que j'ai testé récemment et on voit que la déviation de la norme du OnePlus est beaucoup plus régulière et contenue que sur le Poco qui part véritablement dans tous les sens. Ce test montre que le OnePlus a quelques faiblesses côté son, mais ce sont des faiblesses que peu de gens pourront percevoir parce qu'il faut vraiment avoir une bonne oreille et un casque capable de délivrer un son de qualité suffisante pour observer les écarts. Le OnePlus Nord
2T est équipé d'un CPU Mediatek Dimensity 1300. C'est un CPU qui offre de bonnes performances et qui ne sera probablement pas mis en difficulté par aucune application ou aucun jeu, en tout cas pas pour l'instant. Pour la partie graphique, ce téléphone s'appuie sur un GPU ARM Mali G77, c'est le même que sur le Xiaomi 11T, et ici aussi, ce GPU ne devrait pas être mis en difficulté si vous utilisez des applications lourdes ou des jeux en 3D. Cette bonne performance traduit par un bon score AnTuTu. J'ai obtenu un score de 501 513 points avec AnTuTu V8. C'est un score qui situe ce téléphone au même niveau de performance qu'un Poco F4, bien que mon test de charge montre que le OnePlus est un peu plus performant au niveau du CPU. Avec ce type de score, vous pourrez jouer à n'importe quel jeu sans devoir faire de gros sacrifices. Je note cependant une augmentation importante de la température du téléphone lorsqu'il est poussé à fond. J'ai testé PUBG mobile en mode ultra pour la fréquence d'image et en HDR pour les graphismes. Je n'ai rencontré aucun problème pour jouer. Le jeu était parfaitement fluide et l'expérience en jeu était bonne. J'ai par contre bouché une des sorties de son avec ma main car la position du haut-parleur n'était pas idéale. Je vais maintenant vous passer une vidéo d'une partie de PUBG mobile sur ce téléphone. Get in the car.
Pour évaluer la performance en photo, j'ai pris une série de photos avec le capteur principal et le capteur secondaire dans de bonnes conditions. En fait, le soleil était présent en fin d'après-midi, la luminosité était bonne, donc toutes les conditions étaient réunies pour prendre de bonnes photos. Et le résultat ici avec le capteur principal, bon, le résultat est assez bon. Donc quand on zoome sur la photo, on se rend bien compte que même en zoomant très fort, le niveau de détail est toujours très intéressant. Euh, je dirais qu'au niveau des couleurs, ça manque peut-être un peu de saturation parce que le ciel est en réalité un peu plus bleu que ça. Au niveau de la plage dynamique, c'est assez correct, mais bon, la photo ici ne présente pas beaucoup de difficultés. Je montrerai une autre photo où c'est plus problématique. Alors ceci, je peux le comparer avec le même endroit, le même moment et le capteur ultra grand angle. Alors on se rend compte évidemment qu'on capture beaucoup plus d'éléments du paysage, mais déjà au niveau des couleurs, il y a une grosse différence. Donc le capteur ultra grand angle sature beaucoup plus les couleurs, mais a comme conséquence que des dégradés apparaissent avec des couleurs qui n'existent pas. Donc ici, on a une teinte un peu violette qui se met à apparaître et une dégradation forte vers le blanc au niveau de l'horizon. La netteté est nettement moins bonne que sur la photo précédente. Donc si je zoome ici sur cette photo-là, je perds quand même pas mal de détails ici. On voit que le lissage est très très présent. J'ai des déformations sur les côtés de la photo, j'ai des aberrations chromatiques, j'ai toutes sortes d'éléments qui sont en fait des éléments habituels pour ce genre de capteur-là. Alors, je parlais de la plage dynamique, je vais montrer quelques exemples où elle joue un rôle. Alors, on va passer ça pour arriver à une image, voilà. Donc ici, on voit très bien que la photo a une pondération très importante sur les zones sombres et que la partie centrale, qui est beaucoup plus claire, est complètement brûlée. Alors bon, ça c'est un signe que la plage dynamique ne va pas aussi loin qu'elle devrait. En même temps, c'est pas un exercice facile. Pour récupérer la situation, on a le HDR. Donc ici, c'est la même photo prise avec du HDR. On voit très bien que le HDR parvient à capturer les zones manquantes, mais au détriment un peu de la qualité du naturel de la photo. Donc je dirais que si ce capteur avait une faiblesse, ce serait plutôt au niveau de la plage dynamique, parce que pour le reste, ici on voit très bien que tout ce qui est couleur est tout à fait correct, avec une grosse différence entre le capteur ultra grand angle et le capteur principal, mais dans l'ensemble, les photos sont d'assez bonne qualité. J'ai également testé les deux capteurs avec des photos de nuit. Le capteur principal s'en sort relativement bien avec les photos de nuit. On voit très bien que les photos sont assez lumineuses malgré les conditions un peu compliquées parce que on a des zones très très claires avec des zones très très foncées et malgré tout, quand on regarde ici le spot lumineux, on voit encore la texture de la lampe dans le contour. Donc le mode nuit fonctionne assez bien pour recombiner les images de différentes expositions. J'ai même été assez surpris par la luminosité à proximité de l'endroit où je me trouvais. Donc par exemple ici les feuilles sont assez lumineuses par rapport au décor et j'ai même pensé à un moment donné que j'avais oublié le flash, mais c'est pas le cas en fait. Ici il n'y a pas de flash, c'est vraiment le traitement naturel du mode nuit qui permet d'obtenir une telle luminosité. Bon, naturellement, le niveau de détail pour les photos nocturnes est quand même nettement moins élevé que pour les photos de jour, mais ça reste quand même un bon résultat. Et donc, ça se répète ici. Et je vais montrer maintenant ce que le capteur ultra grand angle peut produire dans les mêmes conditions. Et là, par contre, on est dans un scénario où c'est quand même pas extraordinaire. Donc, les images sont nettement moins lumineuses, bien que pour un capteur de ce type-là, je peux pas dire que ce soit trop mal. La netteté est nettement moins bonne. On a vraiment un détourage qui est moins net et aussi beaucoup de bruit, du bruit numérique qui apparaît un peu partout sur la photo. Donc, le capteur ultra grand angle est clairement pas fait pour faire des photos de nuit. Le capteur principal, lui, par contre, s'en sort plutôt bien. L'application photo de Google Gcam est compatible avec ce OnePlus et l'application Gcam combinée avec la capacité du capteur principal Sony à capturer un maximum d'informations permet d'obtenir des clichés comme celui-ci de la Voie lactée. Alors, ça, c'est assez joli, je suis assez content du résultat, mais il faut savoir que j'habite à proximité de la ville, avec pas mal de pollution lumineuse, et qu'obtenir ce genre de cliché-là, c'est quand même vraiment pas facile. Ici, le Sony IMX 766 a franchement fait du bon travail. Bon, il y a quelques erreurs dans certains pixels avec des couleurs qui sont un peu farfelues, mais dans son ensemble, obtenir une photo de la Voie lactée sans vraiment devoir travailler ou régler son appareil photo de façon fastidieuse, c'est quand même un luxe, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec ce OnePlus.
La première conclusion de ce test est que je devrais tester plus souvent de téléphones de cette marque, ou en tout cas tester des téléphones de milieu de gamme de chez OnePlus. Le premier OnePlus que j'ai testé ne m'avait vraiment pas donné envie d'en tester d'autres. Heureusement, ma curiosité m'a quand même poussé à en tester un autre et je suis assez content de l'avoir fait. Ce OnePlus vient se classer dans le top 5 de tous les téléphones que j'ai testés. Vous pouvez retrouver le classement complet sur mon blog. Ce téléphone offre un excellent niveau de finition qui lui permet de se distinguer de la masse là où la plupart des téléphones se ressemblent dans le milieu de gamme. Le OnePlus Nord 2T n'est pas un téléphone parmi les plus performants de cette gamme de prix, mais il s'en sort malgré tout très bien pour faire tourner à peu près n'importe quel jeu dans des bonnes conditions. À côté de ça, bon, la performance, ça n'intéresse sans doute pas tout le monde, sauf lorsqu'elle apporte un confort supplémentaire au quotidien, et c'est ici le cas grâce à une mémoire particulièrement rapide qui va vous offrir une fluidité dans tous les gestes du quotidien. Alors la belle performance, ça ne se limite pas à la puissance du téléphone, mais aussi ça passe par une bonne sensibilité au réseau 4G, 5G, une bonne sensibilité au Wi-Fi et une bonne performance en download, avec aussi une bonne précision au niveau GPS. Ce téléphone est donc assez complet au niveau des performances, il répond présent vraiment sur tous les fronts. Que dire de la photo? Alors, c'est là que j'attendais le plus ce téléphone. Je voulais tester ce capteur Sony. La qualité est bonne, la vidéo aussi, mais pas au niveau où je l'attendais, car la différence avec la génération précédente n'est pas spectaculaire. Ce capteur Sony a des qualités indéniables et peut être utilisé par exemple pour faire de l'astrophotographie, car il a une très bonne sensibilité à la lumière. La batterie du OnePlus est de capacité inférieure à ce que j'ai l'habitude de tester sur les autres téléphones cette année, mais sa performance énergétique est bonne et cela aboutit à une autonomie équivalente d'un téléphone moins performant qui dispose d'une batterie de 5000 mAh. Et bon, lorsqu'il est poussé à fond, il faut savoir que ce téléphone chauffe un peu quand même, mais pas au point de ne pas pouvoir le tenir en main. L'écran est également de bonne qualité, mais le réglage d'usine n'est vraiment pas bon. C'est même pire que chez Xiaomi avec leur mode couleur saturée. Il faut donc adapter un peu les réglages pour obtenir une colorimétrie presque parfaite. Bon, ce test est très positif, mais j'ai quand même identifié quelques faiblesses. Je n'ai pas rencontré de bug ou de plantage avec ce téléphone, mais il y a deux choses qui m'ont parfois un peu agacé. Il y a notamment la présence des boutons de volume sur la gauche du téléphone, mais bon, ça je suppose que c'est une question d'habitude. Le deuxième point est lié au premier, mais est selon moi un peu plus ennuyeux. En fait, pour éteindre le téléphone, il faut utiliser le bouton d'allumage à droite en combinaison avec la touche de volume qui se trouve de l'autre côté. C'est pas facile à actionner pour un droitier. Le bouton d'allumage en plus déclenche Google Assistant et ça c'est vraiment plutôt énervant. Je dois aussi mentionner que le film protecteur de l'écran semble plus sensible aux griffes que ce que j'ai l'habitude de tester. Je suis toujours très attentif en testant mes téléphones pour qu'ils soient vraiment en parfait état lorsque je les revends. J'arrive parfois à garder un téléphone pendant des mois sans avoir la moindre trace sur l'écran. Et ici, il ne m'a pas fallu plus de 2 jours avant de voir des griffes apparaître sur la protection de l'écran. Et je ne sais même pas comment ça s'est produit. Cela n'affecte évidemment pas la qualité de l'écran, mais le type de plastique utilisé est clairement plus fragile que sur les autres téléphones. Voilà, c'est tout pour ce téléphone. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et utiliser mes liens pour me soutenir. À la prochaine. Merci.